Bonjour Jean-Paul Martos. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre interview. Alors on est ici dans le jardin du Côte Carrefour. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? Je suis journaliste, chroniqueur au soir. J'enseigne le journalisme international à l'UC Louvain et je collabore à une série de projets, notamment un projet sur le terrorisme et les médias avec l'UNESCO et un projet sur le journalisme de guerre avec le musée de la guerre à Bastogne qui travaille avec le mémorial de Caen. Donc c'est un peu les grands projets qui aujourd'hui m'intéressent. Mais auparavant, j'ai été journaliste pendant très longtemps, au soir notamment, mais dans les publications françaises aussi. Et puis j'ai été, entre-temps, j'ai entrelardé mon journalisme avec des fonctions dans des organisations soit de défense de la liberté de la presse, soit de défense des droits humains. Donc j'ai été à la fois dans le monde du journalisme et dans le monde des ONG, mais des ONG qui faisaient de l'information aussi un peu le cœur de leur mission. Alors parlons-en du journalisme. Vous avez travaillé donc, pour le soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos méthodes de travail? Comment travaillez-vous avec le soir? Vous dire actuellement ou bien Au début. quand j'étais... Ouais. C'était en fait, moi je suis entré tout de suite dans le journalisme international, donc je n'ai pas fait une progression comme pas mal de gens le font, de couverture des popotes ou des commissariats, et puis monte finalement, s'oriente vers la politique ou vers la politique internationale. Moi j'ai directement débarqué comme, entre guillemets, expert, parce que j'ai été engagé par le rédacteur en chef pour traiter au départ de l'Amérique latine. J'avais écrit un livre sur l'Amérique latine, sur le Panama, et j'avais vécu en Amérique latine. Au moment où l'Amérique latine, l'Amérique centrale en fait était en pleine explosion. C'était la révolution au Nicaragua, la révolution au Salvador, au Guatemala. Donc j'ai été engagé pour faire du reportage, mais aussi pour interpréter l'information. Donc quelque part, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai pu à la fois combiner le journalisme fondamental, qui est le journalisme de récolte de l'information sur le terrain. C'était une époque privilégiée, on avait des moyens pour se rendre en Amérique centrale ou en Amérique latine en général, pour vérifier l'information, consulter les gens, les experts, faire des témoignages. Et puis après, mon boulot, et ça ce qui était fabuleux, c'était pas seulement un boulot de récolte d'informations et de reportage, c'était aussi une tentative d'interpréter la situation, d'en trouver les origines, d'ébaucher aussi peut-être des pistes de résolution de cette crise, de ces guerres civiles notamment. Et donc, c'était d'une certaine manière ce que faisaient certains journalistes, mais quelques-uns seulement, dans d'autres médias comme Le Monde ou Le Figaro ou La Croix à l'époque en France, le New York Times. On se retrouvait d'ailleurs très souvent ensemble, on n'était pas très nombreux. Et on partageait en fait un privilège immense qui était une époque où le journalisme classique, mainstream, il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque, il n'y a pas d'internet, avait des ressources, avait des moyens, il y avait une ambition. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que moi j'ai travaillé. Pourquoi vous dites à l'époque, aujourd'hui on ne travaille plus comme ça? Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a d'abord une crise fondamentale du modèle économique des médias qui fait que dans un certain nombre de médias, on n'a plus la capacité financière, pas dans tous, mais dans un certain nombre de médias, du moins ceux que moi j'ai fréquentés, on n'a plus la capacité financière d'envoyer des journalistes aussi longtemps sur des sujets comme un conflit. Or, on ne peut pas faire du bon journalisme sur un conflit si on y va pour 2-3 jours. Moi, je partais 3 semaines en Amérique centrale. Et donc, oui, ça a changé. Et donc on est en plus de ça placé en concurrence avec tout le monde fait tout, donc tout le monde est obligé de faire du journalisme écrit, du journalisme parlé, du journalisme filmé dans tous les médias. Donc il y a une confusion des genres, on n'est pas bon pour tout. Et en plus de ça, les réseaux sociaux font peser une pression permanente sur l'information. Il faut être extrêmement rapide, il faut être sur la balle, il faut se démultiplier. Il faut aussi répondre à des pressions qu'on n'avait pas auparavant. Quand j'étais journaliste, que je couvrais l'Amérique centrale, qui est un sujet, le Nicaragua par exemple, extrêmement polémique et polarisé, je recevais une vingtaine de lettres par mois. Je pouvais ne pas y répondre. Je n'avais pas le sentiment d'être sous pression. J'avais quelques coups de téléphone de personnes, soit pour me féliciter, soit pour me critiquer. Alors qu'aujourd'hui, si on traite un sujet qui est un peu polémique, soit la Syrie, le conflit israélo-palestinien, on est tout de suite soumis à des pressions immenses. Il faut énormément de fortitude pour pouvoir résister à tout ça. D'ailleurs, je connais des journalistes qui aujourd'hui abandonnent certains sujets parce qu'ils estiment que la pression exercée par les réseaux sociaux est trop intimidante, il y a des menaces, il y a des insultes. Donc on est dans un contexte extrêmement différent. Je ne dis pas qu'il y a du mauvais journalisme aujourd'hui, mais il y a de l'excellent journalisme aujourd'hui qui
bénéficient de techniques que nous n'avions pas. Clair qu'aujourd'hui, grâce aux technologies d'information, comme par exemple le Wi-Fi, l'accès média à Internet, les vidéos, en fait, toute la technologie apporte des choses absolument extraordinaires. Je rêve aujourd'hui d'avoir eu ces techniques au début des années 80 pour travailler sur l'Amérique centrale. Mais elles ont aussi un impact extrêmement perturbateur sur la sérénité de l'information. Et la sérénité de l'information, c'est essentiel. Je pense qu'il faut un journalisme qui soit pas agité, qui soit un journalisme qui n'est pas là pour rassurer, mais qui est là pour réellement donner du sens à l'information. Or, si on n'a pas le temps, si on est sous pression, il est extrêmement difficile de donner ce sens essentiel au rôle que l'information peut jouer à l'égard de la société. Et en tant que spécialiste, est-ce que vous étiez libre de proposer les sujets que vous vouliez ou de faire ce que vous vouliez? Oui, absolument. Moi j'ai eu un privilège énorme dans ma vie. J'ai eu l'impression d'avoir navigué sur des eaux extrêmement calmes et joyeuses parce que finalement, j'ai pratiquement jamais eu de conflit avec mes rédacteurs en chef ou mes directeurs. Il y avait une grande confiance qui s'était installée et je bénéficiais aussi d'une très grande indépendance. J'ai été dans des médias qui, pour la plupart, accordaient une réelle indépendance, une réelle autonomie à leurs journalistes et les protégeaient contre les pressions externes qui pouvaient venir de partis politiques, de syndicats, d'entreprises, de gouvernements, parfois même des propriétaires, mais c'était extrêmement rare. Donc il y avait une réelle indépendance. Et je pense que cette indépendance est vraiment quelque chose qui était essentiel. Et j'ai même parfois fait des choses qui aujourd'hui auraient peut-être été sanctionnées, comme par exemple j'étais en Amérique centrale, j'étais au Panama, pour des troubles qui se déroulaient là-bas. Et il y avait des attentats de trafic en drogue en Colombie. C'était la guerre de la drogue en 89. Et j'ai dit, je pars à Médellin. J'avais l'argent pour le faire. J'avais suffisamment de ressources. Et mon rédacteur en chef m'a dit, non, tu pars pas, c'est trop dangereux. Tu es père de famille, c'est beaucoup trop dangereux, tu n'y vas pas. Et j'ai dit, pour une fois, je ne vais pas respecter. Je suis allé, j'ai téléphoné de Médellin et j'ai dit, je suis à Médellin. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu as à nous dire? Et donc, finalement, le fait accompli, et je n'ai pas eu de... Il m'a un peu engueulé par la suite, mais de manière très sympa, parce qu'il savait, dans le fond, il savait que j'étais extrêmement prudent. Et c'était ça aussi que je trouve qu'il y a une différence avec peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Les journalistes à l'époque, beaucoup d'entre nous travaillant dans le secteur international, on était là sur un sujet pendant tellement d'années qu'on avait développé une connaissance du pays, de ses habitants, de ses coutumes, de ses manières d'être. On était capable de reconnaître ce qui pouvait être dangereux ou pas. Et donc, il y a eu extrêmement peu de journalistes, finalement, qui ont fait le métier que j'ai fait à l'époque, qui ont été victimes des conflits, alors qu'aujourd'hui, les journalistes sont bien plus victimes qu'avant d'attaques ou de menaces, mais aussi ils peuvent être au milieu du champ de tir. Et il y a moins ce respect, je pense d'ailleurs, des journalistes que celui qui régnait à l'époque où moi j'étais un jeune envoyé spécial dans les conflits d'Amérique latine. Je pense que le media bashing de ces 10 dernières années a marqué quand même fortement et la carte de presse aujourd'hui est plutôt un document à cacher parce qu'il risquerait de polariser, de focaliser l'attention de groupes contre les journalistes, alors qu'auparavant, la carte de presse était vraiment à laisser passer. Moi, je pouvais, quand j'étais journaliste, me rendre dans les deux camps. Il y avait un camp très souvent qui m'accueillait plus généreusement parce qu'ils estimaient que j'étais plus proche de leur cause que les autres, mais cela dit, je pouvais aller dans l'autre camp. C'était parfois un peu désagréable parce que la tension était réelle. Certains journalistes ont été assassinés dans ces conditions-là, mais en gros, c'était quand même plus facile parce que les groupes étaient idéologiques plus que religieux, par exemple, et donc il y avait une forme de rationalité plus simple à comprendre. Des règles établies aussi? Pardon? Des règles établies? Il y avait des règles, il y avait des règles pour visiter certains lieux, il y avait des règles que la plupart des journalistes respectaient. Et on s'échangeait en fait les tuyaux entre journalistes. Et moi j'ai toujours cru davantage à ce type de protection entre journalistes qui est fondée sur la connaissance et sur l'échange de tuyaux, de renseignements précieux sur la réalité de l'insécurité, qu'à ces formations qu'on suit aujourd'hui
pendant 1 ou 2 semaines avec les forces armées ou avec des anciens des forces spéciales qui prétendent nous apprendre à que faire lors du passage d'un barrage, que faire lorsqu'on est pris en otage. Je pense que personnellement, je n'y crois pas trop. Oui. Bon, il y a, je crois, une utilité, notamment, c'est le fait que la plupart des journalistes n'ont pas connu la guerre, n'ont pas fait leur service militaire, les nouvelles générations, Oui. donc sont incapables de faire la différence entre le bruit d'une mitrailleuse et d'un canon, si j'ose dire. Oui. Et là, ça pose un vrai problème de sécurité parce que parfois, le journaliste qui n'a pas vécu un conflit peut être totalement désemparé et va, lors d'une explosion, par exemple, il va se rendre exactement dans le mauvais sens. Il va se rendre vers celui qui tire davantage parce qu'il n'aura pas compris que le son, en fait, est porté d'une telle manière. Donc, toutes ces choses-là, évidemment, sont importantes aujourd'hui, mais je pense que la protection des journalistes passe d'abord par la connaissance du pays dans lequel ils travaillent et du type de conflit dans lequel ils sont jetés. Et donc après votre expérience au soir, on passe plutôt à Human Rights Watch. Vous avez J'ai d'abord fait en fait une passerelle qui était très, très intéressante. J'ai d'abord travaillé pour la Fédération internationale des journalistes. Oui. Et là, le but, c'était d'aider les journalistes dans la plupart des pays qui venaient d'être libérés de la dictature, que ce soit dans les pays communistes en Europe, soit j'étais dans des pays d'Amérique latine qui venaient de se libérer de régime militaire, ou en Afrique, où il y avait des partis uniques qui s'effondrent un peu partout. Alors j'ai travaillé pendant 3 ans dans un programme qui s'appelait Médias pour la démocratie, et dans lequel on formait des associations de journalistes, on essayait de transformer les médias d'État en médias de service public, c'est-à-dire pluralistes, au diapason de la société et de sa diversité. On travaillait sur la formation des journalistes pour couvrir les élections, puisqu'il n'y avait jamais eu d'élections. Donc, comment couvrir les élections? On travaillait sur la couverture des conflits, et notamment les conflits ethniques. Et c'était notamment à l'occasion de la violence en 1993 au Rwanda, puis en 1994 avec le génocide. Puis les Balkans. J'ai travaillé énormément sur ces questions-là. Et c'est là que j'ai découvert en fait Human Rights Watch. Et que je me suis dit que je voulais en fait plus seulement faire partie du camp de ceux qui observaient les choses avec le plus d'indépendance possible, et parfois aussi d'ailleurs avec un engagement. La plupart des journalistes que je connaissais étaient évidemment révulsés par les violences commises contre les populations civiles dans la plupart des pays qu'ils couvraient. Ils choisissaient leur camp, ils choisissaient au moins le camp des victimes contre les tortionnaires ou contre les hordes de tueurs. Mais moi je me disais dans le fond, quand j'étais à l'époque journaliste, parce que j'étais encore journaliste, je continue à collaborer avec des médias, j'ai découvert la qualité de l'information d'un certain nombre d'ONG qui étaient toujours là avant nous, et qui étaient là très longtemps, alors que nous restions une semaine, eux étaient là pendant des mois et des mois et des mois, et sortaient des rapports qui étaient nettement mieux charpentés, vérifiés que ce que nous pouvions faire. On dépendait énormément finalement des agences de presse, certaines d'entre elles faisaient un très bon travail, mais toujours assez rapide. Et alors, je m'étais dit que j'avais vraiment envie de connaître comment fonctionnait une association comme Human Rights Watch, qui était vraiment fondée par des journalistes, en plus de ça, ou des éditeurs. Donc c'était la première organisation de défense des droits de l'homme, fondée non pas par des juristes, mais essentiellement par des journalistes. Et dont l'obsession était la collecte de l'information, sa vérification, et le souci d'aller au-delà de la description de la violence, mais de chercher qui était responsable de la violence. À la fois ceux qui perpétraient les crimes directement, mais aussi ceux qui étaient derrière, les commanditaires, les forces armées, les ministères, la communauté internationale. Et donc je me suis dit, j'ai vraiment envie de travailler avec eux, enfin, parce que je croyais fortement à la nécessité de combattre ces violences et ces groupes génocidaires un peu partout dans le monde, mais aussi parce que, comme journaliste, je voulais comprendre comment fonctionnait ce type d'organisation. Et comment vous avez travaillé au sein de ces ONG? Mais là, le travail, c'était d'abord de... La méthode. La méthode qu'on avait, c'était d'abord de choisir un certain nombre de dossiers, de sujets, à propos desquels on voyait que la presse était soit absente, soit était... je dirais, hésitante, soit partisane, soit insuffisante. Et donc on se disait, tiens, sur ce sujet-là, prenons par exemple les Balkans, toute la presse est à Sarajevo, donc on sera aussi à Sarajevo. Mais on va travailler sur des sujets que la presse ne couvre pas nécessairement. Mais par contre, personne ne parle du Kosovo. C'était en
1994-95 par exemple, 96, à l'époque le Kosovo, presque personne n'en parlait. Alors on a mis un ou deux chercheurs sur le Kosovo pour tenter de comprendre la crise qui allait venir. Parce qu'une des choses qui m'a frappé à Human Rights Watch, c'est que c'était une organisation qui répondait un peu à l'objection majeure qu'avait formulée le grand juriste américain David Halberstam, qui était le prix Pulitzer le plus célèbre de la couverture du Vietnam, qui était au New York Times, et qui avait dit « Nous, journalistes, nous tendons à arriver trop tard et à partir trop tôt ». Et Human Rights Watch avait pris pratiquement cette phrase comme guide pour arriver avant que le conflit vraiment éclate dans une violence armée, et revienne après, lorsque il y a eu un accord, une trêve, et bien très souvent les choses repartent, parce que ça ne tire plus, donc il y a d'autres endroits où on tire, et donc ils vont aller là où on tire. Et bien Human Rights Watch restait et voyait dans quelle mesure, de quelle manière est-ce que les accords de paix étaient appliqués, dans quelle mesure est-ce que les personnes responsables de violences contre les civils ou de crimes de guerre étaient ou non poursuivies, si les amnisties qui avaient été annoncées et très souvent collées à des accords de paix n'étaient pas en fait des dénis de droit. Donc je trouvais que cette manière de travailler, pour moi, était absolument d'une grande tenue. Et petit à petit, percolé dans les médias. C'est-à-dire qu'on avait une influence considérable, bien plus grande que chaque média individuel, parce que sur les questions d'anticipation des crises et sur la question de suivi des crises, on voit petit à petit construire avec des journalistes dans certains grands médias surtout une relation de confiance qui faisait que ces gens-là commençaient à aussi introduire ces thématiques dans la couverture quotidienne des grands médias. Et donc c'était ça qui était passionnant, c'était de voir aussi qu'on pouvait, à partir d'une communauté d'intérêt entre des ONG d'information et des journalistes, et aussi une communauté de valeurs, en fait, c'était ça, important, on pouvait changer la manière dont la presse travaillait. Donc on a travaillé avec de grandes chaînes de télévision, la BBC, Arte, des grands journaux, en essayant toujours de protéger l'autonomie de chacun des partenaires. Parce que c'est ça l'enjeu, évidemment, parce que le danger de la relation entre un journaliste et une ONG, c'est que l'ONG est peut-être dans un rapport de force très souvent, qui lui est favorable parce qu'elle a des moyens, elle peut inviter les journalistes, elle peut les guider, elle peut les protéger, elle peut les informer, mais elle peut aussi demander en échange de parler d'un sujet comme elle a envie qu'on en parle, de choisir un angle plutôt qu'un autre. On vous a déjà imposé de parler de quelque chose ? Moi non, mais j'ai souvent été en relation quand j'étais journaliste, et parfois j'ai vécu au sein d'ONG des moments où je devais rappeler la règle de base, le journaliste est autonome, il n'y a pas de connivence permise entre une ONG et un journaliste, et si un journaliste un jour dénonce des pratiques ou des erreurs que nous avons commises, il doit absolument être félicité plutôt que banni, ce qui n'est pas la règle. Les ONG peuvent être extrêmement désagréables lorsque des journalistes ne jouent pas le jeu, comme il dit, ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire, bon, par exemple, aller avec une caméra de l'ONG ou autre quelque part, et puis au lieu de filmer ce que leur dit de filmer, ils vont filmer quelque chose d'autre. Et ça, je pense, c'est fondamental de bien séparer les choses. Par exemple... C'est arrivé, vous avez des exemples ? Mais par exemple, lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda et lorsque les génocidaires se sont rendus à Goma, et qu'il y a eu une épidémie de choléra et que d'une certaine manière les ONG se sont mises en concurrence avec leurs drapeaux, leurs t-shirts, parce qu'il fallait attirer les fonds. Certains journalistes n'ont pas fait, à mon avis, la part des choses, et certaines ONG n'ont pas compris qu'à terme, il était préférable pour leur propre crédibilité de ne pas apparaître comme étant des associations qui cherchaient essentiellement à sensationnaliser un sujet ou à le focaliser sur l'humanitaire pur, alors que la crise était politique. Ce n'était pas une crise médicale, c'était une crise politique. Et que donc, la tentation dans certaines ONG, c'était de ne pas apprécier beaucoup les journalistes qui ne suivaient pas le script qu'ils avaient rédigé. Alors moi, dans tous les cours que j'ai donnés par la suite, et notamment dans les relations entre les ONG et les médias, j'ai toujours prôné la plus stricte indépendance, en connaissant qu'on a parfois très souvent des convergences, mais que très souvent aussi, il y a des moments où il faut dire non, moi je suis journaliste, je ne peux pas faire ça, ou bien moi je suis ONG, je ne peux pas faire ça. Par exemple, certains journalistes poussent des ONG à prendre des risques,
notamment en filmant des scènes avec des personnes qui pourraient, lorsque la presse est partie, être menacées par des gens du village ou autres, qu'ils ont reconnus. Donc il y a des journalistes aussi qui sont irresponsables, qui vont, pour avoir l'info, pour avoir une image, pour avoir une interview, vous prendre des risques qu'une ONG qui va rester ne peut pas se permettre. Et donc c'est aussi ça, il faut apprendre à tous les deux partenaires, qu'il y a des règles qui sont parfois infranchissables pour l'un pour l'autre. Et que le rôle notamment du journaliste, c'est, enfin moi je me sens davantage journaliste qu'ONGiste en fait, profondément. Quand j'étais à Human Rights Watch, j'étais pas du tout dans le département vraiment de communication, j'étais dans le département d'information. Je travaillais sur l'information. Et quand j'étais porte-parole, je ne parlais pas de l'organisation, je parlais uniquement des sujets sur lesquels on travaillait. Donc j'étais perçu plutôt comme un expert. Je parlais par exemple dans l'Amérique centrale, qu'est-ce qui se passe au Nicaragua, qu'est-ce qui se passe au Mexique avec le mouvement zapatiste. Eh bien, j'intervenais non pas pour défendre le travail du Human Rights Watch au Mexique, mais pour expliquer quelles sont les informations dont on dispose sur ce conflit entre l'armée zapatiste et les militaires mexicains. Est-ce que ce que racontent les uns et les autres, c'est juste? Est-ce qu'on a pu, nous, investiguer de manière indépendante? Que c'est de nouveau ça. C'était nouveau, restaurer l'indépendance comme critère essentiel de la qualité et de la crédibilité d'une ONG qui a une cause, qui est engagée, mais qui fait la part des choses entre la cause, ne pas mentir pour la cause, c'est essentiel, c'est un peu ce que Camus disait toujours, il ne faut pas mentir, ou Orwell, ne pas mentir pour une cause. Il faut, plus possible, dire la vérité telle qu'elle est, même si on est engagé pour cette cause. Donc je crois que c'est ça le paramètre que moi j'ai suivi aussi bien comme journaliste que comme membre des services d'information d'organisations non gouvernementales. Est-ce que vous pensez que le degré d'indépendance est plus libre et plus élevé en travaillant pour des ONG que de travailler pour des médias? Ça dépend des ONG, ça dépend des médias. Moi j'ai vécu dans certains médias où l'indépendance était presque absolue et que les fautes que je commettais, c'était mes fautes. Je ne pouvais pas dire c'est quelqu'un d'autre, c'est parce que j'ai reçu un ordre de faire telle et telle chose. J'ai aussi connu d'autres rédactions où la pression était réelle et où les journalistes étaient quand même confrontés à des obligations de résultats qui parfois les amenaient à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Pour des ONG ou pour des médias? Pour des médias. Alors la même chose des ONG, par exemple à Human Rights Watch, il fallait toujours, enfin, il y avait une belle philosophie d'information parce que les gens qui avaient créé Human Rights Watch étaient des journalistes. Par la suite, les juristes sont venus. Les juristes étaient des juristes davantage portés vers le plaidoyer, comme on dit, c'est-à-dire vers la défense de la cause. Et quelque part, l'information, ils la voyaient comme un instrument de la cause. Et parfois, ils ne comprenaient pas toujours ce que ça voulait dire. Ça veut dire que l'information, il ne pouvait pas la manipuler, il ne pouvait pas la tronquer, mais parfois la tentation existait de tronquer une information pour renforcer l'argumentaire de l'organisation. Par exemple, si on travaillait sur la Tchétchénie, je me souviens quand j'avais travaillé avec Anna Politkovskaya, qui était cette journaliste de Novaya Gazeta, qui était assassinée en 2006, qui avait couvert de manière superbe le conflit tchétchène, était insoupçonnable dans sa défense des droits humains. C'était aussi quelqu'un qui aimait vraiment bien son pays, mais elle avait critiqué les ONG de droits de l'homme parce que ces ONG étaient devenues focalisées essentiellement sur les sévices commis par les troupes russes, qui étaient réels, qui étaient extrêmement brutaux, mais n'osait pas trop parler des brutalités commises par les groupes indépendantistes tchétchènes. Et elle disait, la crédibilité que j'ai, moi, pour critiquer les troupes russes, c'est parce que je critique aussi avec les mêmes standards, les mêmes critères, les groupes tchétchènes. Or, dans certains milieux des ONG, il y avait cette crainte d'affaiblir leur combat contre le gouvernement russe, notamment dans les enceintes internationales, en concédant que il y avait aussi des brutalités commises par les Tchétchènes. Et alors c'est ça le vrai sujet en fait. Dans quelle mesure est-ce que les ONG acceptent que des journalistes, que des personnes en leur sein osent dire des choses qui vont déranger ce qui à première vue paraît comme étant le but essentiel de leur mission, qui est de faire changer les choses. Moi, je pense qu'on ne peut pas, à long terme, faire changer les choses si on ne garde pas une crédibilité. Et on travaille donc sur le long terme. Et cette crédibilité dépend précisément de pouvoir dire des choses qui vont gêner, de manière temporaire peut-être, ou conjoncturelle,
une stratégie de plaidoyer. Et ça, parfois, les ONG ne l'entendent pas parce qu'il y a une psychologie particulière de la personne chargée du plaidoyer par rapport au journaliste. Ce sont deux êtres très différents. Et un journaliste, moi je l'ai vécu, je n'ai jamais fait de plaidoyer, je suis incapable de faire du plaidoyer. Et je connais des gens qui font superbement ce travail de plaidoyer qui est nécessaire. Je reconnais comme des diplomates, comme des avocats, comme ça, mais qui sont incapables d'être journalistes parce qu'ils instrumentalisent constamment l'information pour atteindre un but bien intentionné. Mais ils vont pour ça, pas nécessairement avoir cette discipline, cette ascèse de l'information qui pour moi est ma mission, si je veux dire. Je crois qu'il faut le faire. Et à terme, je pense que si une ONG se trompe, si une ONG fait une erreur de sa faute, notamment en ne faisant pas un travail d'information indépendant, elle le paiera très cher. On le voit par exemple actuellement à un niveau différent, mais c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsque un pays démocratique allié, les États-Unis, d'un côté, et de l'autre côté, un gouvernement théocratique iranien adversaire, quand ils parlent tous les deux et qu'ils disent voilà ce qui s'est passé dans le golfe d'Oman, c'est ce qui s'est passé, et que moi, journaliste, je ne peux pas dire, mais je crois évidemment davantage une démocratie qu'une dictature. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ces démocraties, pendant des années, ont désinformé, notamment pour la guerre en Irak, et donc ont créé une image de mensonge, de désinformation, qui a fait qu'aujourd'hui, elles payent très cher le fait d'avoir menti auparavant. C'est un peu la même chose. La crédibilité est essentielle, et on a une obligation de vérité. Et je voyais les journalistes américains qui avaient été parmi les seuls en 2003 à faire leur travail. Ce n'était pas le New York Times, c'était des gens de médias locaux. On leur demandait quel est le rôle du journalisme. Ils disaient c'est très simple. Nous, quand on était confrontés aux déclarations de Colin Powell ou de George Bush ou des autres, on disait is it true? Est-ce que c'est vrai? Basique. Eh bien, les journalistes ne l'ont pas fait. Mais c'est ça. Le basique du journalisme, c'est est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte? C'est comme ça qu'on préserve cette autonomie du journalisme face à tous les pouvoirs évidents comme les gouvernements, mais aussi les ONG. Les ONG sont des pouvoirs. Quand on pense que Human Rights Watch, c'est 500 personnes, c'est un des plus grands centres d'études internationaux, donc il produit de l'information qui a une capacité d'influence. Amnesty International, c'est des millions de personnes. Donc je pense qu'il faut reconnaître qu'ils ont un rapport au pouvoir aussi, et c'est tout à fait légitime. Moi, je ne critique absolument pas l'engagement politique des ONG, parce que ça... Donc, engagement politique, est-ce que les journalistes qui travaillent aujourd'hui dans des ONG sont des journalistes engagés? Mais tout dépend. Une casquette un peu activiste. Pas activiste. Oui, c'est ça. C'est ça la part des choses. À partir de quand est-ce qu'on est journaliste? À partir de quand est-ce qu'on est publiciste? Quand on fait la publicité. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment bien distinguer les choses dans les ONG. Moi, j'ai toujours demandé dans les ONG où j'étais que dans les publications de ces ONG, il fallait appliquer les mêmes principes que les principes du journalisme, tout en sachant qu'il n'y a aucun média et aucune ONG qui peut assurer une totale indépendance, dans la mesure où, par exemple, si vous travaillez pour un média dit privé, mais dit libre, il y aura toujours des sujets à propos desquels vous allez avoir des problèmes. C'est pour ça que le pluralisme de l'information est nécessaire. Un journal va être possédé par un avionneur, un autre va être possédé par une société immobilière, un autre par un parfumeur. Bon. Et donc, il y a des tas de sujets sur lesquels les journalistes n'auront pas la liberté initiale de parler. Même chose pour les ONG. Les ONG ont des intérêts, je dirais, à défendre. Donc, alors, il faut, dans la mesure de la reconnaissance de cette pesanteur qui existe de manière différente selon les médias, parce que comme je l'ai dit, il y a certains médias où on est plus libre que d'autres, il faut évidemment assurer que ce qui apparaît comme de l'information, c'est de l'information. Et le reste doit apparaître comme étant de la communication, et c'est légitime. De la communication, c'est-à-dire on met en valeur, en exergue, en scène ce qu'on fait. Mais par exemple, imaginons un magazine d'une ONG qui travaille dans le développement, on peut vraiment avoir des papiers qui sont là pour surtout solidifier la solidarité, créer une sympathie avec le public et donc avoir des dons. Là, on crée une ambiance de capacité, de générosité, tout ça. Mais si on parle par exemple d'un sujet d'un pays dans lequel se trouve cette ONG, on ne peut pas se permettre
de raconter n'importe quoi. Là, c'est du journalisme. Donc c'est un peu ça. C'est assez difficile finalement à en parler parce que très souvent, il y a une suspicion généralisatrice, soit à l'égard du journalisme, soit à l'égard des ONG. Alors c'est toujours plus compliqué que ça. Et comme je disais, il y a des ONG, il y a des médias qui sont tout à fait différents, qui ont des politiques d'information et de communication différentes. Moi, j'ai eu la chance, dans ma vie, d'être toujours dans des ONG et dans des organisations, dans des médias où j'ai ressenti une marge de liberté absolument exceptionnelle. Parce que j'étais en phase avec les valeurs de ces médias, de ces ONG, mais aussi parce qu'il y avait une politique en général qui faisait confiance aux journalistes. Et ça peut être une politique économique? Pour en revenir un peu sur l'idée d'indépendance et de s'il y a des pressions externes liées oui, il peut y à avoir l'environnement économique, un média est soumis à des conditions économiques, oui, tout à fait. Est-ce que les ONG le sont plus de manière différente? Est-ce qu'elles ne subissent pas ça? Mais les ONG, ça dépend de leur financement, en fait. Donc le mode de financement des ONG est un élément aussi important que la connaissance des propriétaires des médias pour savoir quelles sont les contraintes auxquelles il ou elle pourrait être soumis. Donc je pense que c'est important de faire ce travail de transparence, de dire qui possède un média. C'est important de le savoir. Dans plein de pays, on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'on a des pays, notamment dans les pays d'Europe de l'Est, ou en Turquie, on ne sait pas qui possède les médias, ou en Tunisie. Et ça permet évidemment des manipulations extraordinaires, parce qu'il y a de l'argent qui vient, on ne sait pas très bien où, de groupes douteux, parfois aux frontières de la criminalité. Et donc ça crée des problèmes énormes. Donc il faut une transparence des médias pour savoir qui contrôle quoi. Quand on le sait, comme en France ou en Belgique, qui contrôle les médias, on voit tout de suite, évidemment, qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts possibles entre ce que requiert l'information indépendante et ce qu'un patron de presse peut accepter. Cela dit, il y a toujours une limite à la capacité des patrons de presse de censurer le journaliste, parce que s'il y a un sujet qui s'impose dans l'actualité, on voit très mal un journal qui cherche à ne rien dire dessus. Il ne va pas être en pointe, mais il devra le suivre. Donc il y a quand même une marge. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ne seront pas traités d'initiative dans certains médias parce que le journaliste s'autocensure ou bien quelqu'un lui dit non, ne traite pas ça, c'est un peu chaud. Donc ça existe, oui. Mais dans les ONG, le mode de financement est fondamental. Qui finance les ONG? Si ce sont des grandes fondations, comme la fondation Gates par exemple, des choses comme ça, des fondations privées américaines, quelle est leur idéologie, quelles sont leurs priorités, ou bien est-ce que ce sont des ONG financées uniquement par des contributeurs privés, comme Greenpeace par exemple, ou en général Amnesty, ou ce sont les militants qui financent. Il y a une différence dans l'indépendance que l'ONG aura par rapport à des financements. Et c'est vrai que certaines ONG ont changé leurs priorités, par exemple, selon le bon vouloir des donateurs. Parce que parfois, les donateurs viennent et disent je suis prêt à vous financer, mais vous devez travailler sur ce sujet-là. Ce qui est une intrusion, évidemment. C'est comme si un donateur venait dans un journal et disait je vais vous donner l'argent à condition que vous travailliez sur ces sujets-là. C'est ce qui arrive, par exemple, au Guardian. Et j'ai parlé avec le directeur Alan Resbridger, l'ex-directeur Alan Resbridger, il y a quelques mois là-dessus, il y reconnaissait. Ils avaient un programme financé par la Fondation Melinda et Bill Gates pour couvrir les questions de santé dans le Sud. Ils n'avaient pas les moyens, eux, ce n'était pas une priorité, ils en parleraient de manière régulière, mais pas suffisamment. L'argent de cette fondation leur a permis de faire un suivi considérable des questions de santé dans le Sud. Mais en même temps, ça posait, il était le premier conscient, des questions. Quelle est la liberté que j'ai, moi, journaliste qui travaille sur les nouvelles technologies, les GAFA ou sur Microsoft au Guardian, en sachant que des millions de livres sont donnés par Microsoft, par la fondation des fondateurs de Microsoft, à mon propre journal, pour un projet. Donc c'est ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il est important dans les médias, et ça s'est passé comme ça au Guardian, il y a une discussion au sein du conseil de rédaction sur les paramètres, sur les garde-fous, les garde-fous à préserver pour éviter justement qu'un journaliste qui travaille sur un sujet chaud, Microsoft, ne se sente intimidé en disant je vais me faire virer si je suis un peu trop critique et parce que je vais faire perdre de l'argent à mon journal et qu'il en a besoin. Donc c'est comme ça que la liberté de la presse en fait se juge. Il y a ce sont des grandes déclarations sur la liberté de la presse, mais la liberté de la presse c'est des choses extrêmement concrètes
Et c'est pour ça qu'il faut dans la rédaction et aussi dans l'explication qu'on a, nous les journalistes, il faut qu'on soit capable d'expliquer toujours et pourquoi on fait telle ou telle chose et comment on le fait. Quand un média n'est pas capable d'expliquer pourquoi il a pris une décision de couvrir ou de ne pas couvrir ou de couvrir d'une certaine manière un sujet, il faut alors avoir un doute sur la liberté de ce média et son indépendance et sa volonté de chercher la vérité. Même chose pour les ONG. Quand une ONG est incapable d'expliquer pourquoi elle a fait un choix, il faut s'interroger sur les raisons de ce choix. Et à ce moment-là, il faut avoir un certain doute. Or, je pense que la crédibilité, pour les médias comme pour les ONG, est essentielle à leur efficacité et à leur pérennité. Question un peu plus tournée vers l'avenir. Comment est-ce que vous voyez l'investigation dans 5 ans? Le journalisme d'investigation. Le journalisme d'investigation, l'investigation plus généralement. L'investigation sur des grands sujets. Moi, je pense qu'on n'est plus dans une phase, positive en matière d'investigation, dans la mesure, enfin, on est face à deux choses. D'un côté, on n'a pas encore résolu clairement la question du financement des médias pour qu'ils soient plus indépendants. Et donc, on a des médias qui n'ont pas de ressources suffisantes vont hésiter à s'engager dans l'investigation parce que l'investigation coûte cher, prend du temps, est dangereuse parce qu'elle peut contribuer à la sécurité des journalistes, mais aussi elle peut contribuer à la sécurité légale d'un journal parce qu'il va être poursuivi, par exemple, notamment dans les procédures Bayon. Donc je pense qu'il y a ce problème-là, il est là, il est réel. D'un autre côté, on assiste à une espèce de prise de conscience extrêmement forte au sein de la profession, mais aussi au sein d'une partie de la société civile, de l'importance de l'investigation parce qu'un certain nombre de contre-pouvoirs ne fonctionnent pas bien. Et que donc les médias ont un rôle extrêmement essentiel à jouer pour chercher la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est quelque chose que quelqu'un veut vous cacher. Le reste, c'est la publicité, comme on dit. Et donc, il faut faire une investigation. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que de plus en plus de projets sont nés ces dernières années, avec des fondations soit privées, soit des fondations liées parfois même à des gouvernements, en mettant de nouveau des garde-fous, pour aider à constituer des équipes d'investigation qui permettent de travailler sur les sujets qui sont des sujets très souvent très éloignés de la philosophie générale de l'information aujourd'hui, qui est extrêmement événementielle, focalisée sur le breaking news et pas tellement sur les sujets à très long terme. Mais on voit par exemple deux phénomènes extrêmement intéressants. C'est une agence comme l'agence Associated Press, par exemple, qui n'a pas vocation à faire de l'investigation, mais plutôt à collecter de l'information pour tout le monde, qui aujourd'hui, depuis des années déjà, a investi ce territoire et a remporté, par exemple, un prix Pulitzer il y a 2-3 années pour son investigation sur l'industrie de la crevette et des fruits de mer en Thaïlande, en montrant que c'était une exploitation absolument incroyable des gens dans des conditions aussi d'hygiène incroyables. Donc c'était fabuleux qu'une agence de presse donc qui donne ce produit à tout le monde, après à tous ses abonnés, puisse faire ça. Et parallèlement à ça, ce qui est extraordinaire, c'est le travail du journalisme collaboratif, où de plus en plus de journaux, de médias en général, se rendent compte que seuls ils ne peuvent rien. Question de finance, question de protection légale, mais aussi question de la complexité des sujets. Les sujets maintenant sont, et moi c'est une de mes obsessions d'enseignant, sont globaux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension globale pratiquement à tout ce qu'on fait, et que donc pour couvrir une question comme la fraude fiscale, un journal ne peut pas le faire s'il se limite à son propre territoire, parce que c'est un sujet par définition international. Et là, on voit se créer, par exemple, le consortium international des journalistes d'investigation, qui regroupe des dizaines et des dizaines de médias et des centaines de journalistes, et qui sont capables de travailler ensemble sur une série de gros dossiers. Et ils sont aidés par une évolution aussi intéressante, mais qui est très fragile, me semble-t-il. C'est la tentative, dans certains milieux, d'assurer la protection des lanceurs d'alerte, qui sont ceux qui vont fournir des informations extrêmement importantes qui pourront être traitées par des journalistes. Et donc je crois que dans le fond, moi je suis plutôt optimiste parce que d'abord je pense qu'on va trouver une solution au modèle économique des médias, je pense. Certains médias d'ailleurs, malgré tous les jours on entend des fermetures de médias, mais par contre il y a des tas d'expériences qui sont en train de se faire. Je pense qu'on va arriver à un nouveau modèle.
parce que aussi la nouvelle génération de lecteurs va totalement basculer, qui va accélérer le processus de transformation des médias, qui vont chercher un marché jeune, pas le marché des gens de 68, qui sont les baby boomers. Et deuxièmement, il y a vraiment cette prise de conscience que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, avec des défis considérables, seule l'investigation permet d'aller au-delà de l'information quotidienne. Et par la crise climatique, par exemple, il faut de l'investigation. Il faut savoir qui fait quoi. Qu'est-ce qui est derrière les exportations de déchets toxiques qui pillent la forêt amazonienne? Il ne faut pas seulement dire le gouvernement brésilien va provoquer un désastre. Non, qui? Quelles entreprises? Est-ce qu'il y a des entreprises européennes qui vont en bénéficier? Qui possède ces entreprises? Donc tout ça, c'est de l'investigation. Ça ne s'offre pas comme ça. Il n'y a personne qui va faire des déclarations publiques en disant « moi, je finance la destruction de l'Amazonie ». Mais qui ne me dit pas que des entreprises belges ou des actionnaires belges d'entreprises ou des Français ne sont pas impliqués. C'est ça. Et je pense que ça, il y a une demande publique pour ça. Et justement, au niveau de la question de la crise climatique, est-ce qu'on peut dire que les questions environnementales sont une vérité qui dérange? Moi, je pense que la question environnementale est une vérité qui dérange le petit confort de la majorité des gens. Je pense que le grand problème de la crise climatique aujourd'hui, c'est la complexité de cette crise, c'est les énormes intérêts d'entreprises et de gouvernements qui sont mêlés, mais je pense plus encore, peut-être d'une certaine manière, est-ce qu'on peut se faire élire et arriver au pouvoir exécutif dans des pays démocratiques face à une population qui est constituée bien davantage de consommateurs que de citoyens et qui est paniquée à l'idée de devoir changer son mode de vie. Et je pense que c'est la vraie question. Et ce n'est pas une question journalistique. Ça, c'est une question qui touche à la société dans son ensemble. Et la presse a un devoir certainement d'évoquer aussi cette dimension-là. Et oser dire aux gens, vous êtes responsables. Donc ce n'est pas seulement les dirigeants. Alors se mobiliser comme on le fait tous les jeudis, dans le monde étudiant, c'est absolument passionnant et c'est extrêmement intéressant. Mais je pense que tant qu'une partie majoritaire de la population aura peur des conséquences d'un changement fondamental de la manière dont on aborde ces questions-là, en sachant que ça va avoir des conséquences sur notre confort, en sachant qu'il faut éviter que l'écologie se fasse au détriment de l'égalité sociale. Je pense que ce sont les vrais enjeux. Et là, les médias peuvent jouer un rôle en activant davantage la réflexion, notamment dans leurs pages opinion, et aussi en expliquant ces interactions, et en osant dire les choses qui dérangent. Parce que les vérités qui dérangent, mais qui dérangent qui? Qui dérangent le pouvoir souvent. Je veux dire, mais non, mais les vérités qui dérangent, ce sont les vérités qui dérangent le public aussi. Et là, on est moins courageux, je pense, face au public qu'on ne l'est face au pouvoir. Et je pense qu'un des enjeux du journalisme aujourd'hui, c'est d'oser dire, comme le disait George Orwell, aux gens non pas ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et je crois que moi, c'est un aspect qui me fascine depuis des années. J'ai tendance à perturber beaucoup les gens quand je suis dans des réunions avec des gens qui critiquent les médias, mais je dis l'une des raisons pour lesquelles vous critiquez les médias, c'est vous. Parce que vous êtes ceux qui récompensez un certain type de médias par rapport à d'autres. Et donc je pense aussi que par rapport à l'environnement, c'est une notion qu'il faut introduire. Il faut que les gens se rendent compte qu'ils ont une responsabilité personnelle. L'ennemi, c'est nous. Vous pensez que maintenant c'est plus facile d'aller en profondeur dans des sujets environnementaux, d'investiguer, si on travaille dans une ONG ou si on travaille pour des médias, pour un média? Je pense que certains médias ont fait de la couverture des questions environnementales un élément important de leur identité. Et je crois que dans ces médias-là, je pense que ce n'est pas difficile d'en parler. C'est seulement le problème de savoir jusqu'où. Est-ce qu'à force de parler d'un sujet, qui est un sujet qui est angoissant, est-ce qu'on ne va pas provoquer en fait le contraire de ce qu'on recherche? C'est un peu la question que se pose pas mal de journalistes. Est-ce qu'en fait de parler tout le temps des crises, des dangers que ça représente pour la société à long terme, du risque de chaos, d'implosion, est-ce qu'il n'y a pas un danger et donc, ça, c'est une vraie question. Dans les ONG, je pense que c'est plus facile parce que c'est leur cause, par définition, c'est leur raison d'être. Donc, c'est plus facile de parler dans les ONG, mais elles ont aussi peut-être parfois une limite à ce qu'elles peuvent dire, en raison justement aussi de leur souci de ne pas peut-être trop déranger
un public qui n'est pas encore prêt, me semble-t-il, à assumer avec bonheur tous les changements qui impliqueraient une mise à niveau des mesures par rapport aux risques actuels. Pas demain, déjà aujourd'hui. Et je pense que c'est ça la vraie tension à laquelle on assiste aujourd'hui. On va clôturer peut-être cette interview avec une dernière question qui concerne plus les générations de journalistes après vous. Est-ce que vous avez des conseils ou quelque chose, un message à leur transmettre? Moi, je pense qu'il faut réaffirmer plus que jamais l'autonomie du journalisme par rapport à tous les pouvoirs dans la société. Donc il faut vraiment éviter ces relations de connivence, même avec les gentils, même avec les personnes qu'on aime bien, qui sont bien intentionnées. Je pense qu'il faut bien préserver, je pense que j'ai suffisamment souligné durant l'interview, cette séparation des rôles entre ce qu'est un journaliste et ce que sont d'autres acteurs de la société, dans un respect mutuel, évidemment, avec pas mal d'organisations et même d'institutions. Mais c'est fondamental de préserver cette autonomie-là du journaliste. Et deuxièmement, je pense que c'est aussi essentiel de retrouver une autorité intellectuelle et morale dans le journalisme. C'est-à-dire, autorité morale, c'est simple, c'est d'éviter de trop régulièrement entrer dans des dérives déontologiques ou professionnelles qui conduisent à pratiquer un journalisme qui n'est pas à la hauteur des principes qu'on est supposé défendre, c'est la première chose, mais intellectuel aussi, en ce sens que je pense que l'un des grands défis aujourd'hui, c'est que les médias redeviennent de nouveau un acteur plus autonome que ce qu'ils ne sont, en faisant en sorte que les journalistes qui couvrent des sujets comme par exemple la crise environnementale ou le réchauffement climatique, eh bien, soient à un niveau tel de connaissance que personne ne peut les influencer. Parce que moi, ce qui m'a frappé dans ma carrière, je veux dire, de journaliste, c'est que les seuls moments où je me suis senti très très mal, c'est lorsque je suis arrivé face à des personnes qui étaient réellement des expertes et que je n'avais pas le minimum de connaissances pour pouvoir leur répondre et les contredire de manière intelligente, pas de manière caractérielle, de manière intelligente, leur dire écoutez, non, ce que vous dites là, c'est pas correct ou ça ne tient pas la route. Je pense que cette situation-là peut être compensée lorsque des journalistes atteignent un niveau de connaissance des dossiers tel qu'on leur parle comme à des adultes et pas à des personnes qu'on peut manipuler. Et ça vaut autant pour les gouvernements que pour les ONG. C'est vrai c'est souvent génial au départ pour des gouvernements ou des ONG de se dire ce juriste ne connaît pas grand-chose, donc on va pouvoir faire passer notre message plus facilement. Il va tendre le micro et il va dire il a dit, elle a dit, pour terminer. Je pense qu'un mauvais calcul, peut-être, à court terme, en termes de communication, c'est pas mal. On a sa communication qui passe pratiquement sans filtre. Mais comme journaliste, et moi je suis dans l'âme un journaliste, je pense qu'on doit acquérir cette connaissance qui permet précisément d'éviter, de réduire au moins les tentatives de manipulation auxquelles on peut être soumis par des pouvoirs qui soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, et qui ont toujours une idée derrière la tête, qui veulent toujours faire passer leur message de manière la plus directe possible. Donc je pense que là, oui, c'est du conseil-là, qui se résume vraiment à un seul conseil. Préservez votre autonomie. Le journalisme est un métier autonome. Il n'est pas au service d'eux. Oui, il est au service de la vérité. On peut aussi avoir une conception du métier qui est d'être au service de l'intérêt public. Moi, je défends cet engagement-là. On peut ne pas le faire, mais on a une obligation de vérité. Cette obligation de vérité ne peut se faire sans cette autonomie, cette indépendance. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Et je vous en prie. Merci de m'avoir invité.